dans cette discussion-là, tu sais, de dire justement que les gens vivent de plus en plus de difficultés, ça veut pas dire que tout le monde, par exemple, a un TDAH quand on parle de la diversité attentionnelle, par exemple. Mais on est quand même dans un monde qui nous bombarde de notifications et de messages et j'arrive même plus à suivre mes courriels, mes messages LinkedIn. Puis là, vous vous demandez peut-être, OK, c'est bien beau, là, mais comment, là? C'est ça qu'on veut aborder au cours de ce podcast-là. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue dans ce balado qui nous a été demandé. Écoutez, on fait un grand retour, là, Mélissa et moi. Donc, bienvenue dans ce balado Nuance-moi ça avec vos deux nuanceuses favorites. Vous le savez pas encore, mais c'est ça qu'on va devenir. Mélissa Saint-Louis et moi-même, Fran Deloum. Mélissa, comment ça va, le grand retour podcast? Écoute, je m'ennuyais du micro. Je pense que j'avais tellement aimé ça. Je m'ennuyais, c'était une question de temps, puis une question aussi je pense, de faire maturer tout ce qu'on avait vécu dans les 4 dernières années, puis de revenir avec quelque chose de nouveau et de frais pour notre auditoire, puis tout le monde qui nous suit. Puis c'est ça. Ça fait longtemps qu'on rit avec des nuanceuses. J'aime pas m'identifier comme influenceuse du tout, mais comme nuanceuse, ça me va vraiment très bien. Ben oui, on s'auto-octroie un nouveau titre. En plus, moi, j'ai ajouté favorite après. Là. Fait que, écoute, je vois grand dans la vie. Puis, avec Nuance-moi ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire, Mel? Est-ce que tu as envie d'expliquer à notre auditoire, là? C'est quoi le but de ce balado-là? Là? Oui, bien, c'est sûr qu'on veut venir amener du concret, démystifier, parce que parler de neurodiversité, parler de neuroinclusion, ça reste un sujet qui, pour certains, est plus clair pour les personnes qui nous suivent depuis maintenant presque 4 ans. Puis pour les nouvelles personnes qui arrivent sur le sujet, bien, ça peut être très flou. Ouais. Ça peut être encore tabou dans certains environnements, malheureusement. Donc, on veut détaboutiser. On veut amener des pistes de réflexion concrètes. Puis, on veut polliniser, je pense, tu sais. Bref, moi, je porte bien mon nom, Mélissa, je pense, parce qu'en grec, ça veut dire miel ou abeille. Oh. Fait qu'on va continuer à polliniser tout en nuances. C'est parfait. Puis, comme disait Mélissa, on veut aussi amener du concret d'un point de vue organisationnel. Parce que nuance, là, c'est ça d'ailleurs, là, c'est du développement organisationnel. On accompagne les organisations à travers de la formation, à travers des services conseils. Et c'est là-dessus qu'on veut tabler des bonnes pratiques. On veut vous en parler. Et aussi parce que c'est souvent les questions qu'on nous amène. OK, là, mais la neuroinclusion, là, c'est le fun comme sujet, là, mais le recrutement, là, ça veut dire quoi, là, concrètement, un recrutement neuroinclusif? Quand on parle de culture de travail, qu'est-ce qui serait des artefacts de la neuroinclusion? Fait que c'est un peu ça qu'on a envie d'amener dans ce balado-là et ces épisodes-là. Exactement. Donc, si on va un peu en revue les thèmes qu'on a prévus jusqu'à présent, là, aujourd'hui, on va quand même prendre le temps de se parler de pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce que c'est important. On va se présenter un petit peu pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Après ça, un autre épisode qui est prévu, c'est parler du recrutement, comme tu viens de mentionner. Un autre épisode pour parler de l'accueil et de l'intégration. Oui. Il y a souvent un taux de roulement plus élevé associé à des pratiques qui ne sont pas neuro-inclusives à cet égard-là. Évaluation de la performance, c'est des questions qui reviennent très, très, très souvent en formation. Oui, vraiment, ouais. Aborder ce sujet-là. Des mesures adaptatives, ça ressemble à quoi? Quand est-ce qu'on les met en place? Où est-ce qu'on regarde pour trouver des pistes d'amélioration à ce niveau-là? C'est quoi, nous, après ça, notre vision neuro-inclusive pour le Québec, pour 2025, pour les années à venir? Puis à travers tout ça, bien, on va avoir des invités parce qu'on trouve que c'est important, de donner des voix à d'autres personnes qui ont des profils différents des nôtres. On pense que c'est important aussi d'aller chercher un écosystème très complémentaire. Hein? On n'est que 2 personnes. On est tout le temps ensemble, mais ça reste quand même que c'est ça. Il y a plein d'autres personnes qui font des belles choses très connexes à la neuroinclusion qui viendraient bénéficier à la conversation. Donc, ce qui est prévu pour ce podcast, et il continuera d'évoluer au gré aussi de ce que vous nous rapportez comme rétroaction, chers auditeurs et auditrices. Absolument. Fait que moi, je propose qu'on parte ça en se présentant. Là, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, là, on vous connaît, là, parce que vous nous suivez depuis quelques années déjà. » Mais il y a bien des gens qui nous connaissent pas parce qu'on n'est absolument pas avec une notoriété infinie, tout ça. Fait que présentons-nous. Mélissa, dis-moi, pourquoi, là, nous, là, on a de la pertinence à parler de neuroinclusion en milieu organisationnel, là. Elle repose sur quoi, notre crédibilité? Mais tout ce qu'on amène, hein, ça vient d'un bagage académique, d'un bagage professionnel et d'un vécu expérientiel, toutes les deux comme personnes neurodivergentes. Si je commence par me présenter là, rapidement de où est-ce que je viens avec tout ça, j'ai
au moment d'enregistrer, au-dessus de 13 ans d'expérience en développement organisationnel. J'ai travaillé beaucoup en tout ce qui était dotation, stratégie, ressources humaines, gestion de changement, stratégie pédagogique pour des grandes implantations, tout ce qui était de la transformation organisationnelle. Est venu plus tard dans ma vie ce besoin de réponse-là suite à un épuisement où est-ce que j'ai été chercher mon diagnostic en neuropsychologie. Puis ça m'a apporté une nouvelle lentille sur ce dont moi j'avais besoin dans mon environnement de travail, mais aussi de réaliser qu'au Québec, on n'avait pas grand-chose dans ce temps-là pour favoriser la neuroinclusion. Donc, j'ai commencé à lire, à regarder. Puis quand que je recroisais tout le bagage que j'avais en transformation et en DO, avec plusieurs meilleures pratiques qui étaient données dans les livres spécialisés en neuroinclusion, mais il y avait vraiment un match qui se faisait où est-ce que je me disais, je peux apporter tout ça. Puis avec le vécu expérientiel, venir y rajouter aussi mon grain de sel. Ça va être un beau petit grain de sel, pas trop salé, mais juste assez. Juste assez. Puis toi, Fran? Moi, là, j'arrive d'un background en psychoéducation à la base. J'ai travaillé plusieurs années en santé mentale, en milieu communautaire, dans le réseau de la santé. J'ai été gestionnaire aussi à travers tout ça. Et j'ai par la suite fait ma maîtrise en développement organisationnel. Puis là, ce qui était bien intéressant avec ma maîtrise, c'est que, ça émergeait de mon amour pour la psychoéducation. Puis pour les personnes qui ne savent pas, la psychoéducation, c'est une discipline qui se concentre beaucoup sur les forces et les capacités adaptatives des personnes dans un environnement donné et les opportunités que l'environnement apporte. Puis moi, je disais tout le temps un peu à la blague que j'allais faire de la psychoéducation organisationnelle, là. Alors que c'était pas comme des termes que j'avais vus exister jusqu'à date. Mais qui serait tellement nécessaire. Mais voilà. Puis sans trop l'avoir planifié, j'ai été en développement organisationnel parce que j'étais extrêmement attirée par toutes les conversations autour de la culture des milieux de travail, les dynamiques des équipes, c'est des systèmes, les organisations, il s'y passe tellement de choses, c'est fascinant. Vous allez d'ailleurs remarquer que mon mot préféré est le mot artefact. Ça va ressortir à plusieurs reprises, j'en suis certaine. Puis, ce qui est vraiment pas pire à nommer, c'est que pendant cette maîtrise, moi aussi, c'était le moment où je faisais un petit peu ma quête identitaire avec tout ça parce que je vivais un décalage depuis longtemps, je rencontrais beaucoup de défis dans mes fonctions exécutives, on en reparlera. Je me faisais souvent refléter mon hyperactivité, mon fonctionnement un petit peu en marge de la norme. Donc, j'ai été faire mon évaluation neuropsychologique, ce qui m'a permis de découvrir mon profil neurodivergent. Tout ça pendant que je rédigeais mon mémoire et que je développais un intérêt spécifique et très fort sur la notion de neuroinclusion. Donc, j'ai rédigé mon mémoire sur le sujet. Ça a été teinté de ma propre expérience comme personne neurodivergente qui se découvrait. C'est d'ailleurs nommé là, dans ma méthodologie et ma rédaction. Donc, c'est ce que j'amène à la table là, pour les personnes qui voient le snippet, mais ceux qui ne voient pas le snippet, il y a littéralement une table. Et donc, j'arrive avec mon vécu expérientiel de personne neurodivergente, mais aussi tout ce que j'ai pu collecter dans la littérature depuis plusieurs années, que je continue à aller chercher. D'ailleurs, ça a sacrément évolué dans les dernières années, ainsi que mon expérience professionnelle, autant celle psychoéducative que comme gestionnaire, que comme consultante en équité, diversité et inclusion. Puis là, tu parles d'articles scientifiques. C'est sûr que ce podcast-là, on veut qu'il soit garni aussi de sources et de références pour que ça reste tout cela très crédible, évidemment. Ce qui veut dire que dans les émissions, on va pouvoir laisser l'information sur les sources quand c'est applicable à ce qu'on partage. Puis après ça, sur notre site web, quand vous allez voir, si vous voulez aller complémenter avec le blog, des outils, etc., il y a toujours des bibliographies qui sont disponibles. Absolument. Fait que ça, c'est pour nous. Puis en tout cas, moi, j'ai essayé de plugger des nouvelles affaires. Comme ça, les personnes qui nous connaissent déjà auront des petites perles et des surprises. Attends, on va mettre une autre perle. Vas-y. Fran, en quoi as-tu déjà étudié? Oh, j'ai fait un dévoilement à Mélissa, puis elle en revient pas. Là, il faut savoir que, apparemment, je collectionne les diplômes, puis je dis pas ça dans une vantardise, pas en tout. Je suis juste une éternelle étudiante qui pense tout le temps que, je sais pas, là, mon syndrome d'imposteur va s'en aller au prochain diplôme. Mais au-delà de ça, j'ai aussi un parcours un peu exploratoire et j'ai donc fait un gros, je pense, 2 sessions en commercialisation de la mode, ce qui a révolutionné le monde de Mélissa. En fait, juste pour la petite histoire, j'étais allée là parce que ça me rapprochait de l'entrepreneuriat sans avoir de mathématiques. C'était ça qui m'avait amenée là. Par contre, j'ai adoré, mais vraiment adoré mes cours d'histoire de la mode et j'ai vraiment pas aimé les cours sur le textile. En fait, c'est ce qui est venu à bout de mes sessions. C'était de parler de coton puis de rayon. J'ai fait le tour. Toucher trop d'acrylique, là. C'est ça. Grand bien face aux gens qui aiment ça, mais c'était vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, c'était le fun fact pour les personnes qui ne savaient pas. Mélissa étant très proche de moi et ayant découvert ça récemment, je me doute que plein de gens ne le savent pas.
Ça m'a coupé les jambes en deux. Quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et unexpected. Voilà! Fait que là, neurodiversité, on va quand même peut-être placer quelques termes. Si jamais tu nous suis, tu as déjà tout lu nos petits lexiques qui sont disponibles via l'infolettre, entre autres. Fast forward. Sinon, on parle assez vite, ça devrait se passer assez bien. C'est un compliment qu'on m'a fait, ça, dans la vie. J'ai pas besoin de te mettre en fois 1.5. J'étais comme, ah, c'est précis, j'aime ça. C'est un compliment spécifique. Mais c'est important de définir parce que, c'est un champ qui est très dynamique, qui est en mouvance. Même nous, là, on regarde les dernières années, puis il y a plein de choses qui se sont raffinées dans notre compréhension des concepts, notre posture par rapport à la situation. Il n'y a rien qui est franchement complètement à l'encontre de ce qu'on a déjà perçu ou compris, mais ça évolue très vite et beaucoup. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, comme il y a différentes perspectives quand on parle de neurodiversité, différentes personnes qui vont avoir différentes approches par rapport à la situation, ça nous permet d'établir un langage commun, là. Donc, quand Mélissa et moi-même, on vous parle de neurodiversité, voici les propositions et les définitions qu'on vous amène, qui sont ancrées dans nos lectures, nos connaissances, notre expérience. Donc, je commence par le premier, qui est le plus vaste et le plus simple et le plus complexe en même temps, neurodiversité. Donc, la neurodiversité, c'est quoi? On peut la définir en 3 temps, là, si on vulgarise rapidement. C'est un fait, c'est un paradigme et c'est un mouvement social. Il y avait beaucoup de syllabes là-dedans. Donc, quand je parle du fait de la neurodiversité, c'est le fait de la variabilité cognitive au sein de l'humanité. Donc, nous faisons tous et toutes partie de la neurodiversité parce qu'on a tous et toutes des façons de fonctionner, de penser, de communiquer, d'apprendre qui sont très, très variables et qui vont être tout en nuances, hein, pour ne pas faire de jeu de mots de nuanceuse. Et sur ce continuum qui est la neurodiversité, il y a des personnes neurotypiques et des personnes neurodivergentes. On va y aller dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Mélissa qui va vous expliquer ça. Je lui annonce. Moi, je termine avec mon idée de paradigme et de mouvement social. Donc, le paradigme de la neurodiversité, c'est pour nous éloigner de cette hiérarchie constante qu'on fait des fonctionnements et des cerveaux. Tu sais, être une personne neurodivergente, ça veut pas dire avoir un cerveau différent du cerveau de base. Parce que si je vous demande c'est qui a le meilleur cerveau ou c'est qui a le cerveau le plus normal, on ne sait pas. On n'est pas en train de se comparer dans ce sens-là. On est vraiment plus en train de réfléchir autour d'une norme sociale implicite qui a été établie dans nos sociétés. Donc, le paradigme de la neurodiversité, il va nous amener à considérer cette variabilité cognitive-là comme des différences, des nuances, justement, et non pas des profils avec des déficits qui sont moins que. On veut s'éloigner de ça. Et finalement, le mouvement social de la neurodiversité, il permet la reconnaissance et la promotion des droits des personnes neurodivergentes parce qu'on devrait tous et toutes avoir le droit de s'épanouir en toute sécurité, que ce soit en société, au travail. Donc, le mouvement social nous permet de faire avancer cette discussion d'advocacy. Exactement. Fait que si on résume rapidement, c'est la neurodiversité qui est un fait duquel découle le paradigme et duquel paradigme découle le mouvement social. Puis, futé comme vous êtes à l'antenne en ce moment, probablement que vous avez remarqué que ça ressemblait un tantinet à biodiversité. Tout ça, ça a été un choix politique au niveau des premières activistes au niveau du mouvement de la neurodiversité parce que c'est comme la biodiversité, on a besoin de chacun des cerveaux, tout comme on a besoin de chacune des plantes, espèces, etc., pour que la planète elle soit en santé. On a besoin de tous les types de cerveaux pour faire face à tous les types de problèmes auxquels on peut faire face. Puis, je sais pas, même si le monde se complexifie, s'accélère de plus en plus vite, on a besoin de cette intelligence collective-là et de cette diversité de cognition-là pour arriver à trouver des solutions créatives à tout ce qui nous attend et tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, là. Exact. Puis différentes forces vont se manifester différemment dans différents contextes et vont apporter une diversité de solutions, une diversité de problèmes. Donc pour ça, ça nous prend plein d'humains complexes et uniques. Exactement. Autour de la table. Puis là, autour de cette table-là, ça se retrouve à être en organisation. Puis on a besoin d'en parler parce que ça fait partie. On n'est pas une gang de personnes neurodivergentes cachées dans nos sous-sols en train d'attendre un jour d'avoir un emploi. On est déjà dans les organisations, c'est sûr qu'il y a des enjeux de discrimination qui fait que il y a certaines neurominorités en particulier qui ont plus de difficultés d'accéder au marché de l'emploi. On regarde au Canada, 77% des personnes autistes sont en situation de non-emploi ou de sous-emploi. C'est un problème criant. C'est des talents qu'on gaspille, c'est des personnes qui ont des compétences, c'est des personnes qui peuvent contribuer à cette
écosystème-là au niveau des entreprises. Fait qu'on veut arriver à démocratiser tout ça, à retirer les tabous et à enlever ces préjugés-là qui empêchent d'aller de l'avant en se disant que ça doit être compliqué ou non. Oui. Puis là, de toute façon, je vais nous faire un petit recul dans le temps. Moi, là, j'ai fait une promesse à notre auditoire, c'est que tu allais définir neurodivergent et neurotypique. Puis là, tu as dit les mots neurodivergent, tu as dit neurominorité aussi. Ben oui. Donc, Mélissa, est-ce que tu nous définirais un petit peu ces concepts-là? On va expliquer ça rapido presto. Rapido presto. Neurodivergente, un adjectif qu'on va appliquer avec un nom. Donc, on peut être une personne neurodivergente. Là, j'aime pas tant le neurodivergent à deux pattes. Là. Ah. Si toi, t'aimes ça t'identifier comme ça, par contre, Exactement. Fait que généralement, je vais l'utiliser toujours comme un adjectif. Donc, on réfère à une personne qui a un cerveau, un fonctionnement cognitif qui s'éloigne de cette norme qui a été socialement établie. Donc, on ne parle pas de diverger du cerveau attendu ou du cerveau normal, mais de diverger d'une norme sociale qui a été construite par des personnes en position de pouvoir au fil des années. Donc, moi, personnellement, comme terme identitaire, ça me fait absolument plaisir de ne pas me calquer à cette norme-là sur plusieurs égards. C'est un terme qui a été défini par une personne activiste du mouvement au début des années 2000. C'est important aussi de le dire parce que c'est pas un terme médical. Puis des fois, les gens, ils vont se mélanger et dire « Ah, j'ai un diagnostic de neurodivergence ». On a un diagnostic potentiellement d'un profil qui fait partie des neurominorités et qui serait considéré neurodivergent. Donc, ça reste un terme qui est identitaire, qui est un terme qui appartient au mouvement social. Quand on parle de neurominorité, on va faire référence justement à ces profils-là qui appartiennent à des neurominorités. Fait qu'on est encore dans du langage identitaire, un langage identitaire qui peut être plus neutre. Hein, quand on l'écoute, ça fait peut-être moins émerger d'émotions que le terme divergent. Fait qu'on on va utiliser de plus en plus. On peut entendre le terme neuroatypique qui est tout aussi utilisé. L'avantage, c'est qu'il est épicène à l'écrit, donc j'ai pas besoin d'accorder au masculin ou au féminin. Fait que je l'utilise de temps à autre à l'écrit. Et puis, à l'intérieur de tout ça, dans les profils, ça va varier selon les auteurs qu'on lit, mais on vient vraiment redéfinir une personne dont le fonctionnement cognitif s'éloigne de cette norme socialement établie. Je sais, je le répète souvent, mais c'est important de comprendre ça, ce qui veut dire que oui, on va parler d'autisme, oui, on va parler de TDAH, de dyslexie, de douance, de syndrome Gilles de la Tourette, principalement parce que c'est eux qu'on voit le plus dans les études, mais on vient aussi baliser le terrain pour qu'il soit accessible et inclusif pour toutes les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne différemment, que ce soit en raison de l'anxiété, d'une dépression, que ce soit au niveau de troubles alimentaires, par exemple. C'est de dire que peu importe qui je suis, j'ai la place dans mon environnement de travail, puis on est capable de rendre ça le plus accessible possible. Absolument. Donc, la neurodivergence, c'est pas une liste d'épicerie de diagnostics, c'est plus vaste et nuancé que ça. Ça aussi, ça va être un de mes mots favoris après artefact, nuance. On s'appelle pas nuance pour rien, laissez-moi vous le dire. Puis là, donc, être une personne neurotypique, c'est donc être une personne dont le fonctionnement correspond aux attentes, à ces normes-là. Donc, on n'a pas ces profils-là neurodivergents. Puis, des fois, on peut se découvrir sur le tard aussi. Bref, vous nous entendez, c'est tout en mouvance, tout en nuance. Et j'ai envie qu'on vous parle de pourquoi c'est pertinent d'en parler en milieu de travail. Parce que je suis certaine là, qu'à un certain degré, vous avez entendu parler de neurodiversité autour de vous. C'est un sujet qui est de plus en plus présent dans nos conversations, ne serait-ce autour des jeunes, dans les écoles, parce qu'il y a plus de sensibilisation, parce que, les conversations autour des diagnostics se font aller dans les médias aussi, mais ça vous concerne aussi en organisation, puis on aimerait ça vous démontrer pourquoi. On commence-tu par notre entrée en matière capitaine évidence? Go! Nous sommes des capitaines évidence à partir de maintenant. La neurodiversité, là, elle est déjà présente dans vos organisations. On l'a dit, 1, c'est tout le monde, mais 2, les profils neurodivergents constitueraient au moins 20% de la population. Fait que ces personnes-là soient dévoilées ou non, qu'elles le sachent ou non, elles sont dans vos organisations. Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Des fois, ça m'échappe, mais je crois que c'est parce que c'est un profil qui peut être invisible, parce qu'il y a encore des tabous et des croyances. Mais comme organisation, ça serait se mettre la tête dans le sable, allô sophisme l'autruche, que de se dire, il n'y a pas ça chez nous, on n'a pas besoin de ça, c'est pas présent. Sophisme l'autruche, qui est notre mascotte pour parler des biais cognitifs pour les personnes qui ne l'auraient pas vu sur notre LinkedIn. Puis ces personnes-là, tu sais, qui sont déjà dans les organisations, c'est ça, on parle du fait que ça se peut qu'elles ne le sachent pas. On parle, tu sais, dans nos 2 cas, ça a été des diagnostics tardifs. Dans certains cas, des fois, c'est ça, on finit qu'à attraper un mur avant de s'en rendre compte
après un épuisement, ou des fois, c'est quand les enfants ont un diagnostic, puis là, soudainement, toute notre vie prend une saveur différente parce qu'on se reconnaît, puis on comprend pourquoi est-ce qu'on a navigué la vie d'une telle ou d'une telle autre façon. Puis si on a mis tout l'argent sur le diagnostic de notre enfant, ça se peut qu'on n'ait plus l'argent pour aller chercher le diagnostic pour nous-mêmes. Le diagnostic reste un privilège encore aujourd'hui dans notre société, de par les coûts, de par l'ampleur des procédures nécessaires pour y arriver, puis aussi de par les biais, des fois, qui peuvent créer certaines barrières à l'accès au diagnostic. Selon notre identité ou nos caractéristiques, effectivement. Exactement. Puis, dans le fond, dans les organisations, la conversation qu'on a, c'est de se dire, bon, mais si ces personnes-là sont déjà là, à moins qu'on ait deux, puis qu'on se connaît assez bien, puis qu'on sait qu'on ne l'est pas, on peut prendre pour acquis qu'on a une équipe qui n'est pas neurodiversifiée en tant que telle. Mais aussitôt qu'on commence à avoir plus de personnes, les probabilités qu'on ait des personnes neurodivergentes dans l'équipe augmentent. Puis là, dans l'environnement de travail, est-ce que les pratiques qu'on a mis en place, les façons de gérer nos opérations, les façons de gérer les ressources humaines, tout ce qui entoure la gestion d'une organisation, est-ce qu'on crée des environnements qui génèrent des situations de handicap invisibles pour les personnes neurodivergentes? Il y a des bonnes chances que oui. Il y a des très bonnes chances que oui. Puis, j'ai le mot contre-argument, mais c'est pas contre-argument, là, c'est pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que ces pratiques-là qui vont être considérées neuro-inclusives, qui vont pas justement, ou en tout cas mitiger les risques au niveau des situations de handicap invisibles, elles vont être bénéfiques à tout le monde. Puis tu sais, je prends l'exemple que tu viens de donner, là, on est deux, là, puis on le sait qu'on est deux personnes neurotypiques, là, il n'empêche pas que ces bonnes pratiques-là, la journée que t'es brûlé main raide, que t'as pas accès à ta mémoire de travail, que ton champ lexical prend le bord, et que tu rencontres des défis très ponctuels, circonstanciels, ces bonnes pratiques-là vont t'aider et être bénéfiques à ce moment-là de toute façon. Donc, tant qu'à moi, ce n'est que de penser en mode investissement dans le bien-être au travail, la sécurité psychologique et la culture organisationnelle que de mettre en place des bonnes pratiques. Comme tu as très bien dit dans ta présentation, ça revient souvent à des bonnes pratiques organisationnelles, point, qui auront le mérite de ne pas engendrer de situations de handicap. Exactement. Puis ça me fait penser qu'on n'a pas mentionné, mais quand on parle de profil neurodivergent aussi, il y a la notion de neurodivergence acquise. Oui. Donc, suite, par exemple, à un trauma crânien ou après une crise d'épilepsie où ce que ça peut venir créer des séquelles ou des changements au niveau des structures cérébrales. Donc, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une flaque de glace proche d'avoir une commotion cérébrale, par exemple, qui pourrait venir avoir des conséquences sur nos fonctions exécutives. Puis là, tu sais, on parlait tantôt là, des pourcentages, donc un 20% de la population générale qui serait neurodivergente, mais Mélissa, tu as déjà lu une statistique assez fascinante par rapport à nos jeunes générations qui sont, je ne sais pas si vous le saviez, mais nos prochaines générations d'employés. Exact. C'est un livre que j'ai acheté récemment. Je pourrais mettre le lien là en commentaire. C'est Neurodiversity Edge qui avait relevé au niveau des jeunes générations qu'elles s'identifiaient comme étant neurodivergentes à 35%. Donc ça veut dire quand même que ce chiffre-là au niveau de, que ce soit de l'auto-identification ou que ce soit à l'aide du diagnostic formel, les personnes qui n'ont pas un fonctionnement qui évolue tel que la norme a été établie pourraient être appelées à évoluer. En ce moment, on en parle au Québec de pas recrudescence, mais la croissance des diagnostics en TDAH quand on compare avec d'autres provinces, quand on compare avec d'autres pays. Puis c'est vraiment complexe, puis on ne pourra pas rentrer en détail là-dedans, mais il reste quand même à comprendre qu'on a plus de sensibilisation, on a plus d'accès à des tests standardisés dans certains égards aussi. Fait que ça fait que des gens peuvent s'auto-identifier peut-être plus, puis quand elles vont chercher des réponses, bien, ça se peut qu'elles aient tombé sur la bonne hypothèse en termes de diagnostic dans certains cas. Puis quand on se rappelle que fut un temps pas si lointain, écrire avec la main gauche, c'était diabolique, bien, quand on a commencé à réaliser que c'était un peu niaiseux puis que les gens pouvaient bien écrire avec leur main gauche, bien, tout d'un coup, on a eu une épidémie de gauchers et de gauchères jusqu'à temps qu'on atteigne un plateau d'environ 19%, qui est la prévalence dans la population générale de personnes gauchères. Fait que ça ne veut pas dire que c'est exactement la même mécanique, mais on peut quand même penser que cette évolution-là peut continuer d'avancer sans que ce soit considéré comme une épidémie ou que des faux diagnostics non plus, et ça reste très complexe comme sujet. Exact. Donc, de se dire que nos nouvelles générations qui ont eu plus accès à de la sensibilisation, à des mesures adaptatives avec ou sans diagnostic, bien, ça reste les personnes qui vont venir dans nos organisations puis qui vont peut-être avoir plus une facilité à demander ou à identifier leurs besoins. Puis au-delà de ça, comme on disait, c'est complexe, là, puis on pourrait rentrer dans tout un débat sociétal, mais
la seule notion que notre monde du travail change, s'accélère et est de plus en plus interconnecté, nos façons de travailler évoluent aussi. Donc, autant se poser ces questions-là maintenant parce que les normes qui étaient celles d'il y a quelques temps, ben, c'est ça les normes, elles évoluent. Fait que de toute façon, il faut qu'on se les pose ces questions-là. Donc, autant le faire de manière qui soit inclusive et sécurisante pour des personnes qui ont été historiquement longuement discriminées dans plusieurs contextes. Mhm. Puis on est aussi dans une économie qui évolue dans l'économie du savoir beaucoup, donc on se fie beaucoup au cerveau des personnes dans leur emploi. Ouais. Puis, ben, si tu n'utilises pas ton cerveau de la bonne façon, si tu t'épuises constamment, puis aussi tu as des situations de handicap invisibles liées à ton fonctionnement neurocognitif, dans une économie qui vient toujours presser le citron au niveau du cerveau sans hygiène de vie cognitive. J'ai-tu inventé quelque chose? Je sais pas. Mais bon, une hygiène cognitive, on va dire ça comme Je ça. pense que j'ai entendu quelque chose de similaire. Je ne sais pas si c'est ça-là, mais dans tous les cas, ça mérite notre attention. Il y a effectivement, je pense, des bonnes pratiques pour la santé de notre cognition. Exactement. Puis ça vient avec comment est-ce qu'on réduit la charge mentale dans l'environnement de travail, comment est-ce qu'on rend tout l'environnement, les processus, tout ça le plus simple possible. Puis simple étant pas nécessairement simpliste, mais juste de dire qu'on enlève la complexité inutile et le compliqué inutile de tout ça, puis on rend ça comestible, accessible et efficace. Bref. Fait que là, on a amené trois raisons déjà sur pourquoi ça te concerne, toi, personne en organisation. La neurodiversité, c'est un fait, elle est déjà présente en organisation. Les pratiques neuro-inclusives reviennent souvent à des bonnes pratiques qui vont être essentielles pour certaines personnes, mais bénéfiques à d'autres. Et après, oui, il pourrait y avoir les notions d'adaptation plus individualisées, mais globalement, quand on met des bonnes pratiques en place, on contribue au bien-être de tout le monde. Les nouvelles générations ont eu plus accès à ces informations-là, à cette sensibilisation-là, vont ouvrir plus ces conversations-là avec vous lorsqu'elles vont arriver en emploi. Donc ça, c'est déjà des très bonnes raisons de s'intéresser à la neuro-inclusion, ne serait-ce parce que le dialogue est plus présent. Puis j'ai envie d'amener des réactions qu'on peut entendre souvent. Tu sais, on peut souvent se faire dire « Mais là, aujourd'hui, là, tout le monde est un peu TDAH, Mélissa, voyons. » Puis là, mais moi, j'ai un peu envie de dire, ben justement, si tout le monde était un peu TDAH, pourquoi ne pas s'attarder à la situation? Puis de toute façon, on n'est pas tous et toutes un peu TDAH. Fait tu sais, je suis comme cette réaction-là, je comprends d'où elle vient. Elle vient d'une préoccupation de là, on est tout le temps en train de surdiagnostiquer. Mais ultimement, c'est pas vrai. Puis si c'était vrai, ben c'est d'autant plus une raison de s'intéresser au milieu de travail. C'est ça. Puis dans cette discussion-là, tu sais, de dire justement que les gens vivent de plus en plus de difficultés, ça veut pas dire que tout le monde, par exemple, a un TDAH quand on parle de la diversité attentionnelle, par exemple. Mais on est quand même dans un monde qui nous bombarde de notifications et de messages et j'arrive même plus à suivre mes courriels, mes messages LinkedIn. Personne qui écoutez ce podcast, sachez que si vous nous écrivez puis qu'on vous répond pas, c'est probablement parce qu'on vous a répondu dans notre tête puis on était super contente de voir votre message. Ou c'est resté dans mes brouillons parce que le nombre de messages que je rédige et que je n'envoie pas. Fait que c'est jamais parce qu'on est snob puis on veut pas répondre, mais pour de vrai, ça devient franchement overwhelming à gérer. Ça, on veut vous donner la réponse parfaite. On veut prendre le temps de bien vous répondre. Il y a plein de raisons qui sont tellement neurodivergentes en plus. Là. Fait que ce qui veut dire que de façon générale, en organisation, tu sais, toutes les discussions qu'on va avoir, si de plus en plus de gens ont de difficultés avec la quantité d'informations à gérer, tout le monde n'est pas TDAH, mais tout le monde a des besoins, par exemple, potentiellement, et pourquoi ne pas les adresser, puis pourquoi est-ce que ça serait moins légitime si j'ai pas de TDAH que si j'en ai un, si ça devient trop. Absolument. Puis là, vous vous demandez peut-être, OK, c'est bien beau, là, mais comment? Là? Mais ça, c'est des choses qu'on va aborder au fil des épisodes. Là. On le sait, là, moi, j'ai l'impression d'être un peu aguicheuse de contenu en ce moment, là, parce qu'on n'arrête pas de dire des petits morceaux, mais sans plus. Mais c'est ça qu'on veut aborder au cours de ce podcast-là. Puis là, fun fact, j'ai dit à Mélissa en début d'épisode, il y a 4 raisons qu'on veut présenter à l'auditoire. C'est facile, on va s'en souvenir. On vous en donne 3 et je me souviens absolument pas de la 4e. Et ça, c'est quoi la 4e raison qu'on a envie de donner? Ils ont fini par se mélanger un petit peu, c'est ça. Parce que là, on avait le fait que c'est nécessaire et bénéfique, puis là, on a quand même couvert un peu à travers tout ça, mais on va quand même retaper sur ce clou-là de ce qui est nécessaire à une personne neurodivergente peut être très bénéfique à beaucoup d'autres personnes. Puis, une des façons de le voir que tu expliques si brillamment, c'est avec l'histoire du trottoir abaissé quand on parle d'accessibilité universelle, de dire que ce qui est nécessaire à un
peut être bénéfique à l'autre et n'enlève rien aux autres quand on le met accessible dans le même environnement. Fait que là, ces trottoirs-là. Oui, absolument. Ben, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là, dévoilement, parce que je trouve ça important, je me sens illégitime sinon, des fois, là, mais d'avoir les conversations que j'ai, mais c'est parce que j'avais déjà lu une fois que les gens se rendent compte de l'importance de l'accessibilité le jour où ils poussent une poussette. Et justement, ces trottoirs abaissés-là, tout d'un coup, deviennent essentiels à nos déplacements parce que c'est compliqué, là, manipuler la poussette au-dessus avec les trottoirs. Donc, ces trottoirs abaissés-là, qui sont nécessaires à une personne qui utilise une chaise roulante, par exemple, de manière plus continue, ou qui vont être essentielles ponctuellement à d'autres personnes, ben, elles n'enlèvent rien aux personnes qui n'en ont pas besoin. Et ben, ça se trouve que la journée que je déménage un gros frigo là, sur mon petit chariot, je vais sacrément l'apprécier. Ça va m'être très bénéfique. Idem si je suis en béquille, je me déplace en vélo, peu importe. Il y a plein de raisons où ce trottoir abaissé-là va être bénéfique à plein d'autres profils, tout en étant essentiel et nécessaire à d'autres, sans jamais rien enlever à personne. Exact. Puis là, quand on parle de co-construction dans tout ça, mais tu sais, souvent, ces trottoirs-là, on va remarquer soit qu'ils ont des petites plaques cloutées ou qu'ils vont avoir des rebords, pas raboteux, là, mais avec en relief, là. Ouais. Ben, c'est que quand la consultation a eu lieu avec les personnes qui pouvaient avoir des handicaps au niveau visuel, donc les personnes aveugles ou malvoyantes, ben, eux avaient besoin de savoir où était le trottoir et où était la rue. Donc, en rajoutant ce relief-là, même si on avait un nivellement du trottoir, mais ça leur permettait d'avoir ces repères-là pour arrêter au bon endroit et eux pouvoir naviguer de façon sécuritaire aussi. Exactement. J'ai pas l'image sous les yeux. Ça change vraiment ma capacité à raconter le Cupcake Effect. C'est vrai. Non, mais tu l'as fait comme d'habitude, là. C'était bien parfait. Donc, à travers tout ce qu'on va parler dans ce podcast-là, il y a pas mal de choses qu'on risque de dire qui vont sembler une évidence. Des fois, la vie va juste trop vite, puis on fait les choses sur le coin d'une table, on fait les choses parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Puis on ne s'est pas tant posé de questions. Ouais. Qui n'a pas déjà entendu ça? On a toujours fait ça comme ça. Oui, c'est comme ça que ça marche. Puis, tu sais, quand on pense juste au recrutement, puis encore là, on va y aller plus en profondeur, mais le fait de faire du recrutement avec juste des entrevues, avec des entrevues qui ne sont pas structurées, ou est-ce qu'on fait juste entre gros guillemets, se jaser, puis aller avec son gut feeling parce que nous, on le sait, ben beaucoup de monde ont toujours fait ça comme ça. Mais quand je fais ça toujours comme ça, ben je crée potentiellement des barrières d'accès à l'emploi pour des personnes neurodivergentes, mais de tout autre type de marqueurs identitaires potentiellement aussi. Puis en plus de ça, tu sais quoi, mes résultats vont être beaucoup moins valides et fiables que si j'avais utilisé d'autres méthodes de recrutement, par exemple. Absolument. Fait que c'est le bénéfice aussi pour l'organisation que de se dire, bon, ben j'ai des pratiques qui, oui, sont accessibles et inclusives, mais qui, en plus, me permettent d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus valides et fiables. Absolument. Puis au-delà de toutes ces bonnes pratiques-là, ben, ça donne accès aux forces aussi des personnes concernées parce que qui a accès à ces forces dans un environnement qui lui convient pas? Pas grand monde. Donc, toutes ces forces-là qui peuvent être surreprésentées chez des profils neurodivergents, on peut parler de créativité, de résolution de problèmes, de raisonnement visio-spatial, qui ne sont pas des super-pouvoirs, on y fera un autre crochet un autre tantôt, mais qui restent des forces, ben, l'organisation gagne à y avoir accès et les personnes gagnent à y avoir accès, à se sentir accomplies, compétentes, performantes, épanouies dans leur milieu de travail. Donc, on espère qu'au terme de ce premier épisode-là, on vous a convaincu que c'était pertinent à discuter dans les organisations, ou bien minimalement que vous repartez avec des nouvelles petites perles d'informations, que ce soit du vocabulaire, des concepts, ou bien que vous nous avez trouvé attachante en tantinet. C'est toujours ça le fun, tu sais, on aime ça. On espère avoir apporté ça, puis plus de réponses viendront dans les prochains épisodes, là, c'est vraiment l'objectif. Effectivement. Puis si vous avez envie de partager avec nous des idées de sujets que vous pensez que ça serait intéressant de couvrir, qu'on n'a pas déjà nommé, écrivez-nous. On va essayer de répondre. Oui, ou de couvrir ça en épisode. Puis, idem, si vous avez des questions spécifiques là, au thème que tu nommais, recrutement, évaluation de la performance, etc., dans la mesure de ce qu'on peut répondre dans un épisode de 30 à 40 minutes, on va le faire. Effectivement. Et entre-temps, d'ici le prochain épisode, si vous voulez vous mettre des choses sous la dent, ben il y a plein de façons de le faire. On est très généreuse de contenu. En fait, je pense. On essaye. On donne tout ce qu'on C'est l'intention qu'on a, en tout cas. Là. Fait qu'il y a le blog. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette pour recevoir les 4 trucs qui coûtent rien pas en tout à mettre en place tout de suite pour plus de neuroinclusion. Excuse-moi, j'ai fini ta phrase. On est rendu de même. Mais oui, c'est ça. On est deux petits pois dans une Entre notre complicité et l'impulsivité, voilà ce que ça donne.
Il y a plein de choses. On vous laisse aussi, dans le fond, dans les liens en commentaire, vous avez notre formation e-learning. Oui. Le premier module est gratuit. Fait que tous les termes qu'on a définis au début de l'épisode sont disponibles aussi en consultation sur le premier module. Si vous voulez aller le voir, ça vous coûte rien. Aucun risque. C'est ça qui est ça. Fait qu'on... À bientôt pour un épisode sur le recrutement. Ça va être ça notre premier. Un sujet chaud. Oui. Bye, là. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuance.com.